J'ai lu votre livre aussi, dis-je. Ah, je suis heureux que vous ayez pris le temps de le faire. C'était inhabituel pour moi ce petit exercice de vulgarisation. J'espère que vous avez trouvé ça clair. Oui, très clair dans l'ensemble. Enfin, il m'est quand même venu des questions. Nous fîmes quelques pas vers l'embrasure d'une fenêtre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour nous mettre à l'écart du flux principal des invités, qui circulait d'un bout à l'autre de la galerie. Par la croisée, on distinguait, baignés d'une lumière blanche et froide, les colonnades et le dôme de la chapelle qu'avait fait bâtir Richelieu. Je me souvenais que son crâne y était conservé. Un grand homme d'État aussi, Richelieu, dis-je sans vraiment y avoir réfléchi. Mais Rédiguer embraya aussitôt. Oui, je suis bien d'accord avec vous, ce que Richelieu a accompli pour la France est remarquable. Les rois de France étaient parfois médiocres, ce sont les hasards de la génétique qui veulent ça. Mais les grands ministres ne pouvaient pas l'être, en aucun cas. Ce qui est curieux, c'est qu'on est maintenant en démocratie et que l'écart est toujours aussi fort. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de Benabès, mais Bayrou par contre est vraiment un crétin, un animal politique sans consistance, tout juste bon à prendre des postures avantageuses dans les médias. Heureusement, c'est en pratique Benabès qui a tout le pouvoir. Vous allez me dire que je suis obsédé par Benabès, mais Richelieu lui aussi m'y ramène. Parce que Benabès s'apprête comme Richelieu à rendre d'immenses services à la langue française. Avec l'adhésion des pays arabes, l'équilibre linguistique européen va se déplacer en faveur de la France. Tôt ou tard, vous verrez, il y aura un projet de directive imposant le français à parité avec l'anglais comme langue de travail des institutions européennes. Mais je ne fais que parler politique, excusez-moi. Vous aviez, me disiez-vous, des questions sur mon livre ? Eh bien, repris-je après un silence prolongé. C'est un peu embarrassant, mais j'ai naturellement lu le chapitre sur la polygamie. Et voyez-vous, il m'est un peu difficile de me considérer comme un mâle dominant. J'y repensais ce soir en arrivant à la réception, en voyant l'oiseleur. Franchement, les professeurs d'université... Là, je peux vous le dire honnêtement, vous avez tort. La sélection naturelle est un principe universel qui s'applique à tous les êtres vivants, mais elle prend des formes très différentes. Elle existe même chez les végétaux, mais dans ce cas, elle est liée à l'accès aux nutriments du sol, à l'eau, à la lumière solaire. L'homme, lui, c'est un animal, c'est entendu, mais ce n'est ni un chien de prairie, ni une antilope. Ce qui lui assure sa position dominante dans la nature, ce ne sont ni ses griffes, ni ses dents, ni la rapidité de sa course, c'est bel et bien son intelligence. Donc, je vous le dis tout à fait sérieusement, il n'y a rien d'anormal à ce que les professeurs d'université soient rangés parmi les mâles dominants. Il sourit à nouveau. Vous savez, lors de l'après-midi que nous avons passé chez moi, nous avons parlé métaphysique, création de l'univers, etc. Je suis bien conscient que ce n'est pas ça qui intéresse vraiment en général les hommes. Mais les vrais sujets sont, comme vous le disiez, plus embarrassants à aborder. Encore maintenant d'ailleurs, nous parlons de sélection naturelle. Nous essayons de maintenir la conversation à un niveau raisonnablement élevé. C'est bien évidemment difficile de demander directement. Quel va être mon traitement? À combien de femmes vais-je avoir droit? Pour le traitement, je suis déjà à peu près au courant. Eh bien, le nombre de femmes, en gros, en découle. La loi islamique impose que les épouses soient traitées avec égalité, ce qui impose déjà certaines contraintes, ne serait-ce qu'en termes de logement. Dans votre cas, je pense que vous pourriez avoir 3 épouses sans grande difficulté, mais vous n'y êtes, bien entendu, nullement obligé. Cela donnait évidemment à réfléchir, mais j'avais une autre question encore plus embarrassante. Je jetai un regard rapide autour de moi, vérifiant que personne ne pouvait nous entendre, avant de poursuivre. Il y a aussi, enfin là, c'est vraiment délicat. Disons que le vêtement islamique a ses avantages. L'ambiance générale de la société est devenue plus calme, mais qu'il est quand même très couvrant, dirais-je. Lorsqu'on est en situation d'avoir à choisir, ça peut poser certains problèmes. Le sourire de Rédiguer s'élargit encore. Ne vous sentez pas gêné d'en parler, vraiment. Vous ne seriez pas un homme si vous n'aviez pas ce genre de préoccupation. Mais je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître surprenante. Avez-vous vraiment envie de choisir?
Eh bien, oui, il me semble que oui. N'est-ce pas un peu une illusion? On observe que tous les hommes, mis en situation de choisir, font exactement les mêmes choix. C'est ce qui a conduit la plupart des civilisations, en particulier la civilisation musulmane, à la création des marieuses. C'est une profession très importante, réservée aux femmes d'une grande expérience et d'une grande sagesse. Elles ont bien évidemment le droit, en tant que femmes, de voir les jeunes filles dénudées, de procéder à ce qu'il faut bien appeler une espèce d'évaluation et de mettre en relation leur physique avec le statut social des futurs époux. Dans votre cas, je peux vous garantir que vous n'aurez pas à vous plaindre. Je me tue, j'en restais bouche bée à vrai dire. Incidemment, poursuivit Rediger, si l'espèce humaine est un petit peu apte à évoluer, c'est bien à la plasticité intellectuelle des femmes qu'elle le doit. L'homme, lui, est rigoureusement inéducable. Fût-il un philosophe du langage, un mathématicien ou un compositeur de musique sérielle, il opérera toujours inexorablement ses choix reproductifs sur des critères purement physiques et des critères inchangés depuis des millénaires. Originellement, bien sûr, les femmes sont elles aussi avant tout attirées par les avantages physiques. Mais on peut, avec une éducation appropriée, parvenir à les convaincre que l'essentiel n'est pas là. On peut déjà les amener à être attirés par les hommes riches, et après tout, s'enrichir demande déjà un peu plus d'intelligence et d'astuce que la moyenne. On peut même, dans une certaine mesure, les persuader de la haute valeur érotique des professeurs d'université. Il souriait de plus belle. Je me demandais un instant s'il ironisait, mais en fait non, je ne crois pas. Bon, on peut aussi accorder aux profs un traitement élevé. Ça simplifie quand même les choses, conclut-il. Il m'ouvrait en quelque sorte des horizons et je me demandais si Loiseleur avait fait appel au service d'une marieuse. Mais poser la question, c'était déjà y répondre. Pouvais-je imaginer mon ancien collègue draguer des étudiantes? Dans un cas comme dans le sien, le mariage arrangé était à l'évidence la seule formule. La réception touchait à sa fin et la nuit était d'une douceur surprenante. Je rentrais chez moi à pied, sans vraiment penser pourtant, en rêvassant en quelque sorte. Que ma vie intellectuelle soit terminée, c'était de plus en plus une évidence. Enfin, je participerais encore à de vagues colloques. Je vivrais sur mes restes et sur mes rentes, mais je commençais à prendre conscience. Et ça, c'était une vraie nouveauté. Qu'il y aurait, très probablement, autre chose. Quelques semaines allaient encore s'écouler, comme une espèce de délai de décence, pendant lesquels la température allait peu à peu se radoucir et le printemps s'installer sur la région parisienne. Et puis, bien entendu, je rappellerai Rediger. Il surjouait légèrement sa propre joie, surtout par délicatesse parce qu'il tiendrait à se montrer surpris pour me laisser l'impression d'un libre arbitre. Il serait réellement heureux de mon acceptation, je le savais, mais au fond il la tenait déjà pour acquise. Sans doute depuis longtemps, peut-être même depuis l'après-midi que j'avais passé chez lui rue des Arènes. Je n'avais nullement cherché alors à dissimuler l'impression que me causaient les avantages physiques d'Aïcha, ni les petits pâtés chauds de Malika. Les femmes musulmanes étaient dévouées et soumises. Je pouvais compter là-dessus. Elles étaient élevées dans ce sens, et pour donner du plaisir, au fond, cela suffit. Quant à la cuisine, je m'en foutais un peu. J'étais moins délicat que Huysmans sur ce chapitre. Mais de toute façon, elle recevait une éducation appropriée. Il devait être bien rare qu'on ne parvienne pas à en faire des ménagères au moins potables. La cérémonie de la conversion en elle-même serait très simple. Elle se déroulerait probablement à la Grande Mosquée de Paris. C'était plus pratique pour tout le monde. Vu ma relative importance, le recteur serait présent, ou du moins l'un de ses collaborateurs proches. Rediger serait là aussi, bien entendu. Le nombre d'assistants n'était de toute façon pas imposé. Il y aurait d'ailleurs sans doute aussi quelques fidèles ordinaires. La mosquée n'était pas fermée pour l'occasion. C'était un témoignage que je devais porter devant mes nouveaux frères musulmans, mes égaux devant Dieu. Dans la matinée, le hammam me serait spécialement ouvert. Il était d'ordinaire fermé aux hommes. Vêtu d'un pied noir, je traverserais de longs couloirs aux colonnades surmontées d'arches, aux murs ornés de mosaïques d'une finesse extrême. Puis, dans une salle plus petite, ornée elle aussi de mosaïques raffinées, baignée d'un éclairage bleuté, je laisserais l'eau tiède couler longuement, très longuement sur mon corps, jusqu'à ce que mon corps soit purifié. Je me rhabillerais ensuite, j'aurais prévu des vêtements neufs, puis j'entrerais dans la grande salle dédiée au culte.
le silence se ferait autour de moi. Des images de constellations, de supernovas, de nébuleuses spirales me traverseraient l'esprit. Des images de sources aussi, de déserts minéraux et inviolés, de grandes forêts presque vierges. Peu à peu, je me pénétrerai de la grandeur de l'ordre cosmique. Puis, d'une voix calme, je prononcerai la formule suivante que j'aurai phonétiquement apprise. Ak adu an la ilaha illallahu wa ak hadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui signifiait exactement: je témoigne qu'il y a d'autres divinités que Dieu et que Mahomet est l'envoyé de Dieu. Et puis ce serait fini. Je serais dorénavant un musulman. La réception à la Sorbonne serait beaucoup plus longue. Rediger s'orientait de plus en plus vers la carrière politique et venait d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Il n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à ses fonctions de président d'université. Il tiendrait cependant à prononcer lui-même mon discours d'intronisation. Et j'étais certain qu'il aurait préparé un excellent discours et qu'il se ferait une joie de le prononcer. Tous mes collègues seraient présents. La nouvelle de ma pléiade s'était répandue dans les milieux universitaires. Ils étaient maintenant tous au courant. Je n'étais certainement pas une relation à négliger. Et tous seraient vêtus de toge. Les autorités saoudiennes avaient récemment rétabli le port de ce vêtement d'apparat. J'aurais certainement, avant de prononcer mon discours de réponse, qui serait, selon la tradition, fort bref, une ultime pensée pour Myriam. Elle allait mener sa propre vie, je le savais, dans des conditions beaucoup plus difficiles que les miennes. Je souhaiterais sincèrement que sa vie soit heureuse, même si je n'y croyais pas beaucoup. Le cocktail serait gai et se prolongerait fort tard. Quelques mois plus tard, il y aurait la reprise des cours, et bien entendu les étudiantes, jolies, voilées, timides. Je ne sais pas comment les informations sur la notoriété des enseignants circulaient parmi les étudiantes, mais elles circulaient depuis toujours. C'était inévitable, et je ne pensais pas que les choses allaient significativement changer. Chacune de ces filles, aussi jolie soit-elle, se sentirait heureuse et fière d'être choisie par moi et honorée de partager ma couche. Elle serait digne d'être aimée, et je parviendrais, de mon côté, à les aimer. Un peu comme cela s'était produit quelques années auparavant, pour mon père, une nouvelle chance s'offrirait à moi, et ce serait la chance d'une deuxième vie, sans grand rapport avec la précédente. Je n'aurais rien à regretter.